Avec cet épisode, on passe clairement à une vitesse supérieure. I'm here. We're out of time, mate. I know you, Butcher. There's no way this doesn't end bloody. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour l'habituel, on va dire ça comme ça, debriefing et critique sur la saison 5 de la série The Boys. Saison qui ne cesse, dans un certain sens, de faire couler beaucoup d'encre depuis son début de diffusion. Alors, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, parce que voilà, ils trouvent ça trop long, qui ne font pas avancer les enjeux. C'est assez disparate sur les avis. De mon côté, moi je prends un énorme plaisir à chaque fois à mater chaque épisode, chaque diffusion, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, pour moi, elle n'est pas mauvaise cette saison. Sur les 6 épisodes, on peut pas dire qu'elle soit mauvaise, parce qu'elle assure une certaine progression vers sa finalité et vers des enjeux de plus en plus, on va dire catastrophiques. Mais bon, pour moi, la saison elle est pas parfaite, c'est pas du tout la meilleure, mais elle possède de très bons moments, malgré des gros problèmes, comme des gros problèmes de sous-intrigue qui ne servent à rien, qui ne font pas évoluer les enjeux, beaucoup de surplace, en effet, il y a quand même eu 2-3 épisodes qui n'ont pas fait évoluer les boys, voire même le Homelander, plus les boys où c'était plus compliqué, et il y a beaucoup de longueur. Et peut-être qu'on pouvait s'attendre à plus d'action pour une saison qui se promettait chaotique. Mais ici, on n'est pas là pour parler de toute la saison, on est là encore une fois pour débriefer cet épisode, et je pense que cet épisode va plaire à beaucoup plus de monde, puisque, la série a décidé de se réveiller, entre guillemets, même si je trouve que l'épisode 5 était très bon, l'épisode de la semaine dernière, mais c'est un épisode qui va faire beaucoup parler. Tant mieux, parce que j'ai trouvé vraiment cet épisode très convaincant, voire même plus que les anciens, et devient... vu qu'il nous reste 2 épisodes, mais vu qu'il devient en fait le début de la fin pour cette série, qui va mener sur un chaos total pour les boys, pour les restes du groupe des Seven, pour les super, pour le monde de The Boys en règle générale. Premièrement, par son rythme, il n'y a aucun temps mort, je trouve, ça file direct, on sent vraiment que la série ne perd plus de temps, et heureusement, et entre dans sa phase finale, puisqu'il ne reste plus que 2 épisodes après celle-ci, et je pense que ça va être une espèce de trilogie de l'enfer, qui s'est introduit avec l'épisode 6, qui va se perdurer avec l'épisode 7, et qui se conclura par un épisode 8, que personne n'a pu voir. Comme j'ai pu le dire, beaucoup de journalistes ont pu voir les 7 premiers épisodes, et pas le 8ème, qui va un peu être un épisode unique, et un épisode que tout le monde va découvrir en même temps, même que certains pourront voir au cinéma, j'en parlerai plus tard, parce que c'est intéressant. Premièrement, les boys vont retrouver le personnage de la légende, qui était un personnage qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la saison 3, ou en tout cas la saison 3, alors ça fait plaisir de revoir ce personnage. Alors, en gros, le personnage va les mener à retrouver Bombsai, qui était quand même l'enjeu principal des boys, après qu'ils aient découvert qu'il n'y avait plus de composé V1 à Fort Harmony. Bombsai qui est le super-héros qui a gardé le fameux V1, celui qui va mener à l'immortalité d'un super, et donc à l'immortalité du Homelander, puisque c'est ça qu'il recherche depuis le début de la saison. Il va mener avec Soldier Boy, ancien ami de l'équipe du groupe de Soldier Boy avec Bombsight, etc., dans les années 50 ou 60. Après, tout ça va plus être développé, même si je le trouve intéressant, dans le fameux spin-off Vought Rising, qui devrait sortir en 2027. Alors bon, le personnage de la légende, pour moi, il sert pas à grand-chose en soi. Pour moi, il sert plus de running gag en espèce de vieux boomer star des années 70-80, star du showbiz qui n'arrête pas de dire qu'il a niqué telle ou telle personne dans les années 70. Bon, c'est sympa 2 minutes, mais ça sert pas à grand-chose. C'est pas sûr qu'il revienne pour les 2 derniers épisodes. Je vois pas trop l'intérêt. Ce que j'ai plutôt aimé avec le personnage, la discussion qu'il va avoir avec le Homelander, on sent que c'est un homme qui n'a plus peur de rien, qui n'a même plus peur de mourir en tant que tel, tout puisqu'il a tout perdu lié à une certaine, on va dire, trahison de Vought, et la discussion qu'il va avoir avec le Homelander, qui est très intéressant, puisque tu sens durant tout le passage qu'il y a cette espèce de tension qui va naître, où on se dit, chaque personnage que va côtoyer le Homelander, il va se faire tuer, si c'est pas le Soldier Boy, il va tous les exterminer par sa furie, par son pouvoir qui est complètement délirant. Et lié au fait que c'est un des seuls mecs qui n'a pas peur à la fois de le toucher, c'est assez intéressant, c'est un des seuls mecs qui est prêt à lui toucher l'épaule, truc que tu ferais jamais avec un mec aussi fou que le protecteur, et qui n'a pas peur non plus de mourir par sa main. Il le dit lui-même, finis le travail, tue-moi, j'en ai plus rien à foutre. Et il le laisse en vie. Il le laisse en vie comme une forme de respect et non de peur. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un passage intéressant, et ça permet de mieux cerner, on va dire ça comme ça, mieux cerner le comportement d'un type comme le Homelander, qui laisse en vie l'effort, et même ceux qui le respectent et qui ne le craignent pas. Bien évidemment, il laisse crever ceux qui le craignent, qui ont peur de lui. Donc c'est intéressant ce passage, et ça permet de mieux
comprendre la folie d'un tyran comme le Homelander. Avec un passage, encore une fois, splendide par l'interprétation d'Anthony Starr. Bon, je pense que je l'ai dit des tonnes de fois, mais oui, il est absolument parfait dans son rôle. C'est incroyable à quel point Snoke n'a pas pu être récompensé par le talent d'interprétation, réussir à interpréter un personnage aussi complexe et aussi fou sans tomber dans quelque chose d'exagéré, c'est extrêmement fort et bravo à lui. La petite surprise de cet épisode, comme l'épisode 5, c'était le personnage de Sister Sage qui décide de quitter Vought cette fois-ci, tout en trahissant complètement le personnage d'Ashley puisqu'elle voulait, dans un certain sens, travailler avec elle, ou en tout cas comploter avec elle, mais c'était juste pour lui tirer des informations. Alors Ashley qui fait plus office de running gag dans cet épisode avec son espèce de corps à moitié endormi, ce que j'ai pas trouvé véritablement amusant, j'avais plus l'impression de voir une espèce de vanne à la Marvel au MCU, et pas une blague dans l'identité de The Boys malheureusement. Ce qui était drôle, c'est le fait que durant une conférence de presse, elle connaît déjà toutes les questions des journalistes, ce qui est assez drôle puisqu'on sait que son pouvoir c'est de lire dans les pensées des gens avec sa double personnalité, donc voilà, c'est assez drôle. Après, bon, j'ai pas trouvé le personnage super pertinent. On parlait d'humour, et c'est le moment un peu de parler de l'humour de cet épisode, qui est mieux dosé que dans l'épisode 5. Comme je vous avais dit, pour moi, dans l'épisode 5, il y avait beaucoup trop de passages qui étaient à la limite de la beaufrie, enfin, qui étaient extrêmement beaufs et extrêmement immatures. Alors bon, c'est la série, c'est son identité, je veux bien, mais faudrait peut-être un peu se calmer sur l'humour cul, etc. et plus aller dans quelque chose de satirique, comme j'avais pu le dire. Bon, là, on perdure comme d'habitude, on a des blagues de cul, on a des blagues de caca, on a des gerbes de sang qui sortent du fondement d'un cobaye pour tester le fameux V1 que met en place Sister Sage, qui est un espèce de faux V1, hein, puisqu'elle veut compromettre tous les plans du Soldier Boy. On a un passage dans une maison de retraite lié au fait qu'on veut kidnapper la femme de Bombsight, où Butcher va se battre contre quelqu'un qui se bat avec sa paire de couilles. Voilà. Alors bon, voilà, c'est l'ADN de la série, encore une fois. On avait quand même un gars avec une tub gigantesque. Maintenant, on a un vieux qui utilise sa paire de couilles comme des nunchaku, etc. Comme une espèce de grosse chaîne. Bon, je peux pas critiquer parce que c'est l'ADN de la série, parce qu'on a toujours allé dans quelque chose de très obscène. D'ailleurs, ce qui est plus drôle dans ce passage, c'est au-delà du mec qui va utiliser sa paire de balls, c'est plutôt la blague qu'elle va faire qui est extrêmement drôle et qui est très facile, où Butcher va dire à la crème que ce personnage ou ce mec là il est pour toi, en disant bah tu peux le tabasser, lié au passif de la crème qui s'est fait défoncer la gueule par le mec avec sa grosse bite. Donc c'est évidemment très drôle et ça fait référence, voilà, ça fait une grosse référence. Bref, la ref est très très bien trouvée. C'est l'humour de la série, c'est pas encore une fois très subtil, mais je m'attendais quand même pas à voir un mec se battre avec sa paire de couilles. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on peut dire qu'il peut véritablement s'en battre les couilles. C'est rigolo. Du côté des 7, on a la suite du clash entre Black Noir et The Deep. The Deep qui a pour mission dans cet épisode, on va dire, de sauver un espèce de aqueduc de pétrole. Enfin, je crois, hein, j'ai pas très bien compris, j'avoue, je m'en foutais un petit peu de ce passage qui était un petit peu long. Alors c'est une espèce de mission au Pacifique. Je reviens sur la guéguerre entre Black Noir et The Deep, qui va mener bien évidemment Black Noir à se venger, lié au fait que The Deep a quand même buté, alors je crois que c'était le personnage d'Adam, qui était un ancien réalisateur, qui l'a tué d'une manière assez obscène, encore une fois, qui était un des personnages dont Black Noir arrivait à se confesser, etc. C'était assez intéressant, et Black Noir va se venger en exterminant plus de 1 million de poissons par le pétrole qui a été dispersé dans la mer, avec notamment cette scène avec un The Deep couvert de pétrole de la tête aux pieds, on le voyait aussi dans les bandes annonces, ce qui va bien mener à la confrontation finale entre cette espèce de guerre un peu débile en tant que telle, mais qui est profondément liée à ces deux personnages qui sont pas véritablement très malins et très intelligents. The Deep, ça reste quand même un espèce de gros con, et Black Noir, je trouve pas que le personnage était intéressant, ou en tout cas on l'a pas assez développé, la version 2 de Black Noir, et bien évidemment il se fait sauvagement tuer par The Deep. Je me disais bon pourquoi pas, de toute façon le personnage pour moi n'a plus aucun intérêt, il se fait étrangler et puis poignarder au cou à la jugulaire je crois, et je pense que ma théorie se confirme sur la mort des super dans le groupe des Seven, qui décèdent tous d'une mort, alors certes pas naturelle encore une fois, mais loin des caricatures habituelles d'une série comme The Boys, qui a toujours voulu aller dans le trash, dans le gore à outrance, vraiment du gore tellement gore que le sang parfois devenait noir pour pas trop choquer, on va dire ça comme ça. Mais en fait, je pense que ma théorie est bonne et se confirme, puisque chaque mort de ces Seven, de ces super,
sont loin d'avoir une mort dégueulasse ou surréaliste, mais plus tranquille, plus calme. Alors ça reste des morts violentes, mais pas, je vais dire, over the top. A-Train est mort étouffé et étranglé par le Homelander. Firecracker se fait planter la tête sur la statue d'aigle, ce qui est pas d'une violence non plus énorme, et Black Noir se fait étrangler et poignarder. C'est assez intéressant. Donc non, je pense qu'on fait exprès de trouver des morts plus naturelles pour peut-être plus impacter que faire une énième mort un peu coconne et un peu bébête. Alors attendons de voir comment finira The Deep, ou Au Favor, ou Sister Sage. Bon, elle encore c'est différent parce qu'elle a, c'est une traite. D'ailleurs j'ai oublié de parler, mais Sage, elle va collaborer avec les Boys. Alors je pensais pas que ça allait arriver aussi vite dans l'intrigue, mais soit c'est cohérent parce qu'elle recherche la même chose que les Boys, c'est-à-dire tuer le Homelander. C'était un peu son objectif depuis le début de la saison 4. Et ça prouve aussi toute l'intelligence du personnage, puisque tous ses plans finissent par mener à son objectif, et qu'il a toujours 8 ou 9 coups d'avance comme elle l'explique, et qu'elle veut juste elle veut juste être en paix dans son bunker, à lire et à comprendre le monde, et elle en a rien à foutre des autres. C'est un personnage qui est quand même assez intéressant. Alors si ce n'est la fin, dont on parlera parce que elle s'est trompée, voilà. Alors je pense pas que ça soit un problème d'écriture, c'est juste que le personnage a fauté, comme quoi elle n'est pas parfaite, elle n'est pas la science infuse, même si c'est peut-être la personne la plus intelligente dans cet univers. Autre passage intéressant également, une espèce de relation fraternelle qui va se créer entre Stella et Au Favor, qui va mener à un certain passif entre les deux protagonistes. Donc ils ont un passé commun, ils se connaissent, donc ils se sont connus, et ils vont développer une vision de deux chemins très différents, entre une qui a su trouver une rédemption après son passage dans les Seven, et un personnage comme Au Favor qui s'est clairement aveuglé dans la foi envers le Homelander. Je pense que le passage tisse surtout un combat futur entre les deux protagonistes en épisode 7 ou en épisode 8, mais bien évidemment l'intérêt de cet épisode, c'est bien l'arc autour de Bombsight, qui est encore une fois extrêmement bien développé. C'est vraiment le meilleur passage de cet épisode. Le personnage de Bombsight, dont je n'attendais pas un développement aussi, un développement pareil quoi, un développement aussi intéressant et aussi important. On n'est absolument pas sur un super détraqué, on n'est absolument pas sur un super-héros qui a pour but de faire le mal. Il n'a volé le composé V1 pas pour volonté personnelle, mais par amour, ce qui est quand même assez fort, pour rester éternellement avec sa femme, puisque lui, il est immortel de ce que j'ai pu comprendre, et sa femme, voilà, elle est déjà en maison de retraite, etc., donc c'est assez intéressant. En fait, c'est à la fois une preuve irréfutable et splendide d'amour, et ça donne un côté attachant à ce super qui ne fait pas ça à but personnel, mais juste par amour. C'est quand même assez étonnant, surtout dans une série comme The Boys. Parce que The Boys, ça reste quand même une série extrêmement satirique et irrévérencieuse, où on démonte des super-héros tous aussi pourris et corrompus les uns que les autres, et c'est vraiment beau de voir dans cette série, et surtout en fin de cette série, encore des personnages et des super-héros qui ont un bon fond, et ça prouve qu'elle peut encore nous étonner dans le bon sens. Et ça va aussi amener un débat, ce passage, sur cette malédiction de vouloir trouver l'immortalité. Là où Homelander veut faire le mal en devenant immortel, et n'en a absolument rien à foutre de ses conséquences, la perte de voir ses proches mourir avant soi, ça va amener une remise en question de plusieurs couples de la série, que ce soit le personnage de Frenchie et Kimiko, ou le personnage de Yui et Stella. Et autre passage intéressant, il va y avoir cette confrontation entre le passé de Bombsight et de Soldier Boy, qui ont, comme j'ai pu le dire, travaillé en équipe, et qui vont mener à un combat un peu anecdotique entre les deux, je vous avoue. Bon, après, The Boys n'a jamais été adoré pour ses combats qui ont toujours été quand même assez mous. Dans ce passage, t'as vraiment l'impression que tout le monde, tous les personnes qui sont présentes dans ce passage font absolument rien. Ils restent passifs et ils regardent les deux se foutre sur la gueule. Bon, très bizarre. Mais cette dualité entre un Bombsight qui a été jaloux de Soldier Boy dans cette équipe, tout le monde était jaloux de Soldier Boy puisqu'il avait un peu ce côté presque patriarche et un peu tyran. C'était déjà développé justement dans la saison 3 avec le personnage de Black Noir. Et ce développement aussi d'un Soldier Boy qui va montrer encore une fois une empathie, une certaine humanité. Je trouve véritablement que ces personnages sont d'un intérêt assez fou, quoi. Et va laisser le personnage de Bombsight en vie, car il était à deux doigts de le tuer. Il l'explique lui-même qu'il aurait pu lui briser la nuque en même pas 3 secondes, car ils ont été amis, dont le Soldier Boy qui
bah, lui aussi avait un amour sincère pour Clara Voigt, ce qui va aussi mener avec la relation avec le Homelander. Et ça continue cette humanité et cette quête de rédemption d'un Soldier Boy lié à son passé. D'ailleurs, je crois que c'est la toute première fois qu'on entend le prénom du Soldier Boy, puisqu'il s'appelle Benjamin, Benjamin Ben, dit par son ancien ami Bombside, donc ça a tout un symbole. Mais cette humanité va très vite complètement s'éteindre, on va dire ça comme ça. Alors après, tout dépend de comment on voit le personnage, à travers ce retournement de situation. Et alors là, je ne m'attendais absolument pas, je crois que ça a été quand même le twist de cet épisode, que le Soldier Boy, après que Bombside lui ait donné le composé V1, puisqu'il a conclu une offre en lui enlevant tous les pouvoirs de Bombside et donc lui enlever son immortalité pour qu'il puisse vivre avec sa femme, va donner ce putain de composé V1 à son fils, le Homelander. Lui qui n'arrêtait pas de détester son fils, de l'humilier, de trouver qu'il n'était pas à la hauteur de ses idées et de ses valeurs. Alors, c'est quand même assez fou, quand même. Alors, peut-être que oui, le Homelander lui a prouvé qu'il pouvait être la personne et une meilleure personne, et qu'il pouvait être à la hauteur de son fils, mais ça va jouer surtout entre l'amour qu'avait le Soldier Boy envers Clara Voigt, donc Stormfront. Le personnage de Stormfront ayant été l'amour à la fois du père et du fils de cette famille, et qui va influencer aussi la décision de Soldier Boy de lui donner la seringue, ce qui est quand même assez intéressant. Ce qui prouve véritablement l'intérêt d'avoir développé le personnage de Stormfront en saison 2 et le personnage de Soldier Boy en saison 3. Je trouve que là, il y a vraiment un talent dans l'écriture de mener à quelque chose d'intéressant en fin de saison 5. C'est là où tu vois que non, les saisons ont permis à quelque chose, pas simplement de faire du surplace sur comment tuer le Homelander. Non, c'est vraiment intéressant. Alors peut-être que le Soldier Boy joue encore l'agent double. On sait que dans cette série, les personnages aiment jouer les traites, que ce soit le personnage de Butcher, le personnage de Sister Sage, Soldier Boy lui-même, qui a quand même un peu trahi son équipe. On aime faire des coups de pute dans cette série, hein, on a toujours voulu faire ça. Donc voilà, ce retournement de situation a quand même faussé les plans d'une Sister Sage qui était à 100% sûr que le Soldier Boy allait détruire le reste du composé V1 comme c'était prédestiné depuis le début de la saison 5. J'ai pu le dire, ce qui prouve que Sage peut échouer, peut échouer, aussi intelligente soit-elle. Elle ne peut pas complètement percevoir, on va dire, et comprendre les comportements et les agissements de telle ou telle personne. Et c'est donc intéressant encore une fois, mais c'est quand même une grosse surprise que le Soldier Boy donne clairement les clés du pouvoir absolu au Homelander. Et alors là, comment ne pas halluciner face à ce final aussi diabolique que fou? Parce qu'avec la fin de cet épisode, on amène, alors bien évidemment il en reste deux, mais on amène à une fin du monde, tout simplement, à l'apocalypse, à l'absolu pouvoir d'un dieu en fait. Là c'est bon, le Homelander est immortel, il est inarrêtable, c'est un dieu. Le Homelander, en se cramant le bras, s'injecte le composé V1, lui donnant des lasers d'une puissance inimaginable, et devient tout simplement immortel. Et là on se dit c'est foutu, c'est bon, vous pouvez terminer la série, il n'y a plus aucun espoir. Alors oui, on savait qu'il allait récupérer rapidement, on va dire, le V1 quand on voyait les bandes annonces, mais je pensais pas qu'il allait le récupérer d'une manière aussi rapide et aussi facile, hein. C'est juste son père qui lui a donné et qui lui a donné la seringue. C'est quand même assez rapide et assez simple pour lui, comme s'il y avait eu un heureux miracle pour le personnage du Homelander. Encore une fois, il y a ce symbole très religieux derrière aussi. Mais la manière dont est mis en scène ce passage donne à un niveau inédit, on va dire, à la série, une forme de fin du monde, comme j'ai pu le dire. Et c'est là où tu vois que tout ce qui a été fait pour le stopper depuis les 5 saisons n'a clairement servi à rien. C'est foutu, c'est fini. C'est quand même assez fou, et finir avec un cliffhanger pareil, c'est quand même très très fort. Que là c'est définitif, le Homelander contrôle le monde, plus personne ne peut l'arrêter. Non mais ce qui est drôle, c'est vraiment que cette fin dit énormément, et je crois qu'on n'a jamais été aussi loin dans le sombre et dans le nihilisme dans la série The Boys, qui est symbolisé par les derniers mots de Butcher qui dit « Fuyez ». C'est quand même fort de finir par cette phrase dit par un homme comme Butcher, qui est un personnage qui en a vu des vertes et des pas mûres, et qui a aussi toujours eu un coup d'avance sur le Homelander. Il a toujours trouvé des idées ou des concepts pour l'affaiblir ou pour le tuer. Mais sauf que là, il perd carrément presque espoir, il est complètement perdu en prononçant cette phrase. Oui, ce final est absolument horrifique et promet un chaos total sur les 2 derniers épisodes. Parce que si on a ça en épisode 6, imaginez ce qu'on va avoir en épisode 7 et 8. Ouh là là, là encore une fois, tu te demandes comment ils vont faire, comment on va l'arrêter. Alors, il y a des théories qui en pleuvent, bien évidemment, qui dit que Lars Rand ne lui a pas enlevé ses pouvoirs, mais lui a fait garder son immortalité. Est-ce que ça ne pourrait pas être
pas véritablement du composé V1, mais un V1 amélioré ou un V1 qui crée un poison, ou qui le détruit progressivement, ou qui lui fait perdre, je sais pas, son humanité, enfin le peu d'humanité qui restait au Homelander. Bref, il y a énormément de théories, il y aura des tonnes et des tonnes de manières de détruire le Homelander. Et il y a aussi énormément de théories sur la finalité de la série. Mais juste, voilà, on a eu des tonnes de théories, mais imaginez si la série se finit par la victoire du Homelander. Ce qui est quand même assez couillu. Vous imaginez quand même la paire de couilles, comme si on n'avait pas parlé assez de testicules dans cette vidéo, mais le risque, on va dire ça comme ça, de Kripke et des scénaristes qui finissent par la victoire d'un des plus grands antagonistes de série, par la victoire d'un tyran sanguinaire, ça serait quand même assez courageux et risqué de leur part, et ça ferait même une des fins les plus folles de l'histoire de la série télé. Et je pense en toute honnêteté qu'ils ne le feront pas parce que, bon, même si on sait que la série ne finira pas en happy ending, hein, ça a été prévu comme, hein, ça sera plutôt une fin douce amère avec beaucoup de morts, et pas non plus une fin d'une optimisme assez folle, non, on n'est pas sur ça, mais on ne peut pas finir des arcs décidément que par le sombre et par la mort. Il faut quand même un minimum d'espoir, même comme une série comme The Boys, qui est très anarchiste. En tout cas, ce final d'épisode 6 est complètement fou. Donc ouais, hâte de voir ce qui va se passer pour ces 2 derniers épisodes. Oui, la saison 5 n'a pas été totalement réussie. Voilà, il y a des problèmes, il y a des faiblesses, mais c'est vrai que cet épisode-là, on a été gavé, il a été excellent de bout en bout. Hâte de voir ce qui va se passer pour les derniers épisodes, dont on a été confirmé, alors attention, ça reste qu'aux États-Unis, que le dernier épisode, donc l'épisode 8, qui sortira le 20 mai en France et le 19 mai, on va dire, aux États-Unis. L'épisode 8, donc l'épisode final, sera diffusé aux États-Unis dans plusieurs cinémas en 4DX, je crois, le 19 mai prochain. Ce qui montre quand même la confiance des showrunners de la série et Eric Kripke pour le final. Alors cela dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Je crois que l'épisode final de Stranger Things avait été diffusé en cinéma, et je crois qu'il y avait aussi eu 2-3 épisodes de The Walking Dead qui avaient été diffusés. Donc c'est un peu la barrière, on casse la barrière entre série et cinéma, ce qui est intéressant. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une confiance en cet épisode final que personne n'a vu actuellement. Et mon petit doigt me dit que l'épisode 7, donc prochain épisode, va être un carnage lié au titre de son épisode qui est assez particulier, puisque le titre en version originale c'est The Frenchman, The Female and the Man Called Mothermilk. Donc avec un titre comme ça, on parle de Frenchie, de Kimiko et de la crème. Et je pense que le prochain épisode va être extrêmement tragique et émouvant, et que certains boys ne vont pas survivre. Comment? On ne sait pas encore une fois. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 6, complètement hallucinant. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Faites-moi part de toutes vos théories qui pourraient être intéressantes sur la finalité de la mort du Homelander ou la non-mort du Homelander, encore une fois. On peut s'attendre à tout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour parler, je pense, des derniers épisodes 7 et 8 de la série Daredevil Born Again, donc la saison 2, et aussi un récapitulatif de l'intégralité de ce que j'ai pensé de cette saison 2. Et moi, je vous dis au revoir et merci de m'avoir écouté. Au revoir.